Salut à tous, c'est Milandrune de la cabane des cartes. Alors, je vais vous raconter comment on en est arrivé à cette vidéo qui sera certainement une série de vidéos. En fait, au départ, je voulais faire un tag un peu sympa et je me suis dit, hey, et si je faisais mon deck d'arcane majeur idéal avec ma carte préférée dans chacun de mes jeux, sachant que je dois en avoir une soixantaine pour l'instant. Et je me suis rendu compte que c'était totalement impossible de choisir. Et puis ensuite, je me suis dit, mais finalement, sur quelle base tu voulais te lancer pour choisir la carte préférée? Et je me suis rendu compte qu'en fait, mes jeux, ce qui me fait les choisir, les acheter souvent, c'est le fait que il y a une ou deux arcanes qui proposent une lecture, une approche originale, un peu différente de la norme des riders. Alors, je me suis du coup contentée des riders. J'ai enlevé tout ce qui était Pipe Deck, Marseille et jeux qui n'avaient rien à voir avec les Wade Smith, avec les riders. Et donc, je vais faire une série de vidéos qui peut-être vous apporteront quelque chose dans votre compréhension, votre pratique du tarot, pour partager avec vous aussi des jolies cartes. Et donc, à chaque fois, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi certaines arcanes et ce que je trouve qu'elles apportent en plus comme sens, comme enrichissement de sens à mon dictionnaire, à moi, de sens du tarot, parce que bien évidemment, il n'y a pas une lecture donnée et obligatoire des cartes. On a tous des sensibilités et des symboliques qui nous sont propres, différentes. Alors, déjà, pour commencer avec le... Bah, ça commence bien, j'ai oublié le nom. Le Napo, le Napo Tarot. Déjà, c'est un des rares raiders que j'ai vu avec le crocodile, qui est quand même quelque chose de très important sur, sur le Béline, le grand Béline, par exemple. Et puis cette idée que la tête est décrochée du corps, c'est-à-dire que la connexion entre les pieds, la direction, la joie, l'enthousiasme d'avancer n'est pas tout à fait connectée à la tête, à la logique, à la raison et puis à l'intuition aussi. L'intuition est un peu foireuse des fois dans le fou. Et, euh, et des fois c'est pas sa tête qu'on suit, c'est autre chose. Comme là avec ce petit chat noir. Euh, et la question peut se poser à ce moment-là de savoir qu'est-ce qui nous guide si c'est pas la tête. Si c'est pas la tête ici, là c'est le corps. Et là, la tête est au pied et c'est un chat qui donne la direction, un petit chat noir. Celui-ci, le fou, en fait, on voit clairement que il pense être libre de ses mouvements, il pense avancer dans une direction qui lui est propre, mais finalement, il est tendu par des fils. Et je trouve ça intéressant parce que souvent, dans les tirages, quand le fou sort, il y a cette question quand même de nos conditionnements, de nos rêves, de nos croyances qui nous portent qui nous mettent des limites tout de même, même si on croit qu'on est dans un moment de totale liberté, de totale avancée sur son propre chemin, alors que il y a des choses qui nous sous-tendent. Euh, Celui-ci de fou, j'ai trouvé intéressant parce que dans le Beauty of Horror, parce que le fou, c'est aussi tout à coup le zombie, la créature qui se libère et qui avance et qui revit au final, qui apprend à vivre, un peu comme dans le roman de Mary Shelley avec, avec la créature de Frankenstein. Tout ce qu'il veut, c'est apprendre à vivre et s'ouvrir au monde et faire ses propres expériences, même s'il peut y avoir des falaises. Voilà. Ensuite,
on a le magicien. Alors, je vous ai sélectionné 3 magiciens. Là, on a le Deviant Moon, là, on a le Kawaii Tarot, et là, on a le Tarot des contes et légendes du monde. Dans ce magicien-là, on peut voir plusieurs choses. Déjà, c'est un peu le bazar avec tous ses bras qui veulent faire des choses en même temps. Et il y a souvent cette notion dans le magicien. Et puis, il y a aussi toutes ces ombres là derrière, c'est-à-dire le magicien, c'est comme quelqu'un qui soit fait des tours de passe-passe, comme le battleur hein, dans le tour de Marseille devant un public, soit qui a encore le souci de l'image qu'il renvoie aux autres. Euh, Il y a ce souci du jugement des autres. Dans celui-ci, de magicien, on voit que bah, c'est souvent un peu le bordel, comme avec tous ses bras. Ça part un peu dans tous les sens. On ne sait pas trop quelle direction choisir, mais on fait aussi parfois un peu tout en même temps et tout à la fois, et puis finalement rien à la fois. Et cette magicienne, je la trouve intéressante parce que ça induit la notion qu'on peut être sa propre bonne fée, sa propre marraine la fée, qui va transformer les sourires en carrosse. C'est-à-dire que c'est notre volonté pour nous-mêmes, ce que l'on se souhaite à soi et ce qu'on essaie de réaliser, de mettre en place aussi, le magicien. Il y a aussi cette notion-là. Ensuite, on a l'impératrice. Alors là, l'impératrice, j'en ai vraiment pas mal. On va peut-être faire ça en... Non, on va y arriver. Ouais. Est-ce qu'on va y arriver en 2? Non. Alors, la première fournée de papesse. La première fois que j'ai vu cette papesse-là, du Beauty of Horror, j'ai rigolé, mais j'en avais des larmes tellement je rigolais. Parce que c'est vrai que pour moi, la papesse, elle peut avoir ce côté vieille radada, vieille sorcière dans son coin, un peu taciturne, un peu qui fait la gueule, un peu qui... on sait pas trop pourquoi elle s'est levée du mauvais pied, mais pas forcément très agréable, un peu Tati Daniel. Celui-là, c'est le Murder of Crows. Pour moi, c'est une des rares cartes de papesse qui, euh, qui retransmet la puissance, l'immensité du savoir que contient la papesse et que garde la papesse. Euh, y a quelque chose d'immense, de médiumnique, d'un autre monde que je ressens très fortement dans cette carte et particulièrement dans ce tarot-là. Celle-ci, c'est le Crystal Tarot et je trouvais très intéressant parce que c'est un personnage qui ressemble pas mal, enfin qui me fait penser à Marie Laveau. Marie Laveau qui était une grande prêtresse vaudou dans le sud des États-Unis et pour moi ça me parle du fait que la papesse c'est aussi une carte qui peut nous relier aux ancêtres, aux savoirs qui sont contenus dans nos lignées et auxquels on peut faire appel. Et puis aussi des savoirs qui ont attrait à ce moment-là aux mémoires familiales, aux secrets de famille, à toutes ces choses que l'on transporte en nous sans le savoir parfois. Alors la deuxième fournée... Ah non, on est parti sur l'impératrice, en fait. C'est cool. Donc, l'impératrice, j'ai choisi ces 3 cartes. Parce que celle-ci, déjà, elle rappelle que l'impératrice, ça n'est pas que la séduction, la Vénus, la mer. C'est un tarot, il s'appelle le tarot pour les enfants.
Donc déjà, c'est une petite fille, et en plus, c'est une petite fille qui est voilée, qui est dans des habits traditionnels, et l'impératrice, c'est aussi toutes les formes de beauté, toutes les formes de féminité, euh, toutes les façons de porter des projets et de les imaginer et de vouloir les mettre en place, euh, quel que soit l'âge, quelle que soit la condition. Je sais que l'impératrice est une carte qui fait souffrir pas mal de femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants parce que beaucoup de représentations d'impératrices sont principalement enceintes. Celui-là de tarot, c'est le Sugar Skull Tarot. Et je trouve que cette impératrice ressemble beaucoup à un tableau de la Renaissance qui s'appelle La Tricheuse, où on voit une femme qui joue aux cartes. Et l'impératrice, elle a ce côté, pour moi, justement, un peu maligne, un peu malicieuse, un peu tactique, un peu trickster, qu'on l'on voit bien là, dans son expression et dans sa façon d'être. Elle sait jouer de son charme, elle sait un peu manipuler son petit monde pour arriver à ses fins. Et celle-là, d'impératrice, elle est du Sweet Twilight Tarot. Et j'ai trouvé très intéressant qu'elle soit dans l'eau. Parce que l'impératrice, on la voit toujours très vénusienne, avec plein de fleurs, d'herbes qui poussent autour et tout ça. Mais on a tendance à oublier, en tout cas moi je l'aperçois comme ça, que elle est très reliée à ses émotions. C'est pour ça que des fois elle a un côté petite, enfin dans ses mauvais aspects, elle a un côté petite fille gâtée, capricieuse, lunatique un peu. Parce que Parce que l'impératrice, ce qui l'a fait fonctionner, ce qui l'a fait avancer, ce qui l'a fait mettre en place ses projets, c'est ses émotions, c'est ses rêves, justement. Et des fois, c'est ce qui l'a fait un peu vriller, comme ici, elle a beaucoup d'eau aussi. Ensuite, on a l'empereur. Alors, l'empereur, j'ai pris le Gummi Tarot. Parce que dans sa simplicité, pour moi, il rappelle une chose, c'est le cadre. C'est que l'empereur est maître et stable dans son cadre. Euh, il a une volonté de mettre en place des choses, il a une volonté d'avancer, il peut avoir une volonté de conquête, mais il est d'abord et avant tout dans ce rectangle, dans ce carré, cette base qu'il y a sous lui. Celui-ci d'empereur, c'est encore le tarot des contes et légendes du monde. Et je trouvais très intéressant que ça soit Arthur qui soit représenté en train de mettre son épée dans le rocher, ou de remettre son épée dans le rocher, vu l'âge qu'il semble avoir. Ça pose vraiment la question de la souveraineté. Quand on connaît un peu la légende arthurienne, pourquoi il remet son épée dans le rocher, le poids des responsabilités, le fait de vouloir un idéal qu'on essaye de mettre en place qui n'est pas forcément atteignable. J'ai trouvé ça très intéressant. Et puis cet empereur-là, qui vient du Sugar Skull Tarot, c'est le shérif. C'est le shérif, c'est celui qui fait la loi, c'est celui qui, avec son fusil là au-dessus, va régler les conflits, dire non, dire c'est chez moi, tu fais pas ça comme ça, c'est moi qui décide. Et, euh, et je trouve que c'est un aspect qui n'est pas forcément toujours très mis en avant dans les tarots. Ensuite, le dernier pour cette séquence, ça sera le pape, le hiérophante. Alors là, par contre, il y en a pas mal. Hop, on va les mettre comme ça. Alors, le hiérophante du Shadowland Tarot, je trouve qu'il il appuie un aspect qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je vais vous le passer devant. Hop. C'est le fait que ça peut être le chaman.
Ça peut être le chaman qui vous enseigne les choses de la terre et aussi le fait que on prend autant qu'on donne et on donne autant qu'on prend et que cet équilibre est important. Et, euh, et aussi l'aspect du cycle avec cette tête peut-être un peu effrayante, ses racines. Il y a quelque chose de l'enseignement de la nature, du monde. Euh, Celui-ci, c'est le Mystic Monday Tarot. Il y a le chat qui fait des bêtises. Euh, je le trouve très intéressant parce que pour moi, il exprime le fait que l'enseignant, ça n'est pas forcément une personne, ça n'est pas forcément quelqu'un à qui vous allez demander des conseils, c'est aussi la vie, c'est aussi votre intuition, c'est aussi vos expériences avec ces escaliers autour de la pyramide qui est montée et puis la compréhension de certaines vérités avec cette petite porte sur la pyramide. Alors ces trois hiérophantes papes là me parlent de choses, d'aspects un peu plus négatifs malgré le fait qu'ils soient très colorés. Ça clairement ça me parle de colonialisme, d'époque où on allait apprendre aux bons sauvages la bonne façon de croire. D'ailleurs c'est un pape qui ressemble à un Papa Noël complètement illuminé. Je ne sais pas si vous voyez son regard. Ah, voilà. Donc il y a ce côté attention aux conseils qu'on vous donne, attention aux conseils que vous donnez, ils ne sont pas forcément souhaités, ils ne sont pas forcément souhaitables. Et puis alors ces deux-là, pour moi, c'est un peu l'incarnation du gourou hippie euh, qui peut vous ouvrir des façons de voir, des nouvelles perspectives, mais qui peut aussi être complètement starbé dans son délire et vous embarquer dedans. Parce que ce qu'on oublie, c'est que le pape, ça peut aussi être un gourou. Et un gourou, pas forcément qui va vous vider vos comptes bancaires et vous faire vous habiller en blanc et vivre dans une communauté, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous fait suivre sa vérité, qu'il prend pour la vérité. Et c'est important de garder ça en tête quand on a affaire à quelqu'un qui peut nous inspirer, qui peut être un enseignement. Le pape principal dans votre vie, c'est vous. Et il faut faire le tri dans ce que l'on veut vous transmettre. Vous le gardez pas. Voilà, c'était la première séquence de ces vidéos. Je ne sais pas du tout si ça vous plaira, mais je l'espère. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!